Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, numéro 92, consacrée aux priorités 2026, marketing, digital, expérience client et l'IA des marques. 2025 a vu l'IA s'inviter partout, dans les campagnes, les contenus, les expériences clients. C'est une année d'appropriation pour certaines marques, de déploiement pour d'autres, où certes les promesses se sont concrétisées, mais avec un équilibre entre innovation et efficacité encore fragile. À l'aube de 2026, les stratégies évoluent, les budgets se resserrent, les priorités se recentrent et la création de valeur redevient le principal fil conducteur. Comment les marques vont-elles s'adapter à ce nouveau paradigme où l'IA redéfinit la relation marque-consommateur, transforme les parcours et challenge aussi leur désirabilité? Quelles seront alors leurs priorités marketing, digital et CX pour réussir en 2026 dans ce nouvel écosystème? Pour y voir plus clair et anticiper les tendances qui façonneront 2026, j'ai le plaisir de recevoir à ma gauche Carole Ray. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes Head of Acquisition pour le groupe Pierre & Vacances Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité à impact positif. À vos côtés, Sabrina Giry. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, vous êtes directrice CRM du Crédit Commercial de France, le CCF, groupe bancaire centenaire français. Maxime Cheyenne, c'est comme ça qu'on prononce ? C'est ça. Pardon. Bonjour, vous êtes directeur marketing international pour Lancôme, marque du groupe L'Oréal, premier groupe de beauté au monde. Et à ma droite, Marie Mercier, bienvenue. Merci. Vous êtes Global Chief Marketing et Digital Experience Officer de La Redoute, un leader du e-commerce en mode et décoration maison. Alors, on va d'abord commencer par un bilan de 2025 et les principaux enjeux qui se dessinent pour 2026. Et je vais démarrer avec vous, Carole. Depuis 2021, avec le plan réinvention, Pierre & Vacances Center Parcs, il ne faut pas en oublier, a engagé une transformation profonde qui est centrée à la fois sur l'expérience client et l'excellence opérationnelle. Les résultats sont là, avec une hausse de près de 4% du chiffre d'affaires tourisme en 2025. Et vous visez pour 2030 5,8% de croissance. Comment le digital média a-t-il contribué à ces résultats et quels seront vos enjeux aussi pour 2026 ? Donc, sur l'année dernière, donc sur 2025, ça a été clairement une année d'adaptation. Je pense comme beaucoup d'acteurs, on a fait face à un contexte économique qui s'est un peu plus tendu et donc un pouvoir d'achat qui a baissé. Alors sur notre secteur, on a quand même eu la chance sur le fait que les gens n'ont pas sacrifié leurs vacances. En revanche, ils ont sacrifié la durée de leurs vacances. Donc ça a été un premier enjeu, surtout sur mon périmètre, pour aller chercher plus de volume. Deuxième enjeu, c'est l'inflation des coûts médias. Et le troisième enjeu, mais qui est un enjeu perpétuel au fil des ans, c'est une perpétuelle transformation dans la façon dont les gens consomment du média. Donc il a fallu réussir à aller articuler ces éléments. On s'est beaucoup basé sur la donnée et dans nos prises de décision, on a adopté des modèles de mix marketing pour aller recentrer les efforts médias sur ce qui allait générer de l'incrémentalité, pour aller servir et la considération, l'awareness et in fine la conversion. Sur 2026, dans les grandes lignes, après on rentrera bien entendu concrètement dans les chantiers, mais 2026, vous continuez, Voilà, donc la croissance qu'on a visée sur 2026, elle s'appuie en premier lieu sur une augmentation des inventaires, donc un nouveau parc au Danemark, des nouvelles résidences pour Pierre & Vacances, des extensions de parcs existants. Donc du coup, le volume, le défi pour mon périmètre, ça va vraiment être de générer plus de volume avec un budget contraint. Donc créer aussi plus de trafic engagé pour finalement limiter aussi le coût média avec du trafic qui ne convertirait pas par ailleurs. Et on en parlera plus tard, mais générer de l'incrément via l'IA. Ok. Sabrina, pour le Crédit Commercial de France, donc banque patrimoniale depuis 1917, sortie du giron de HSBC en 2024, si je ne dis pas de bêtises, et vous évoluez aux côtés de grandes banques traditionnelles et de pure players. Quel bilan faites-vous de 2025 et quels sont aussi vos enjeux 2026 dans votre périmètre CRM ? Alors 2025, c'est une année charnière pour nous. C'est la première année pleine après le lancement de la banque
au 1er janvier 2024. Et après cette période de transition, on a dû tout reconstruire. Donc cette année, on a concrétisé le passage d'un grand groupe mondial à une banque patrimoniale à taille humaine, plus proche des clients, avec des circuits de décision plus courts. Et aussi une architecture ouverte. On a ouvert des partenariats avec des institutions financières prestigieuses pour offrir les meilleurs produits à nos clients. Puisque notre ambition, c'est de devenir un acteur incontournable de la gestion patrimoniale. Et dans ce contexte, en 2025, le CRM a joué un rôle important. On a concrétisé et remis la proactivité dans la relation client à travers des dispositifs complémentaires, donc des campagnes marketing qui s'adossent à des dates clés du calendrier et au lancement de nos nouvelles offres. Et aussi tous nos triggers, c'est nos campagnes automatiques. En fait, on balaye toute notre base client tous les jours pour identifier des points, des ruptures, des changements de comportement. Et ça, c'est des vrais moments de contact pour nos clients sur des sujets qui les concernent. Donc en 2025, on a aussi relancé l'activité commerciale de notre centre de relations clients, parce que jusque-là, il se focalisait sur le serviciel pour accompagner les clients dans leur démarche pendant cette période de transition. Et en 2026, donc nos enjeux, c'est la croissance, donc des sujets autour de la principalisation et de la rétention, et aussi tout ce qui est efficacité opérationnelle. Donc concrètement, au CRM, ça va aller plus loin. Ça consiste à aller plus loin dans la compréhension des besoins de nos clients et aussi aller plus loin dans la personnalisation de nos communications. On rentrera dans le détail. Oui. Merci. Maxime, alors au fil des décennies, Lancôme incarne l'esprit et l'élégance française. Elle est aujourd'hui la première marque de beauté sélective et qui est présente dans 130 pays. Dans quel contexte évolue Lancôme et quelles sont les ambitions 2026 de votre direction marketing internationale ? Alors, pour préciser, moi je m'occupe particulièrement des parfums, donc je parlais au nom de Lancôme au global, mais plus particulièrement de la catégorie parfums. Donc, comme vous le savez, le luxe connaît toujours une crise importante depuis cette année. Et dans ce contexte, la beauté reste un des girons qui se porte très bien. Donc, à la fois, c'est une bonne nouvelle pour nous par rapport à d'autres secteurs, mais aussi, c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Donc, dans la beauté, le parfum en particulier est extrêmement dynamique depuis ces 2 dernières années. Il y a eu un énorme virage post-Covid avec une nouvelle génération qui sont encore plus consommateurs de parfums. Et il y a eu une vraie mutation que les autres catégories, maquillage et soins de la peau, ont plutôt connue il y a 4-5 ans. Une mutation qui est amenée par la Gen Z, mais du coup adoptée par tous, et nous tous, avec du coup une expertise qui est de plus en plus démocratisée, où la conversation se fait sur les réseaux sociaux. Donc là, on pensait que le parfum n'irait jamais aussi loin en vente online, en digital. En fait, si. TikTok a complètement révolutionné l'approche de consommation du parfum. On sent à travers l'écran, on achète sans avoir senti. Donc c'est une vraie petite révolution pour le marché. Et donc pour les marques d'héritage comme Lancôme, c'est aussi une nécessité de se réinventer et de à la fois renforcer son ADN, mais repenser la manière de se développer. Donc le marché en ce moment est vraiment tiré à la fois par les marques niches, donc par le super luxe, donc il y a des parfums de plus de 300 €, et de l'autre côté par l'entrée de gamme avec des acteurs qui cassent un peu le marché, avec des offres vraiment qui revoient toute la proposition de valeur sur le parfum. Donc nous, on est au milieu, dans ce qu'on appelle le prestige. Donc il faut à la fois rassurer et toujours montrer, justifier le prix de nos produits, expliquer la valeur qu'on y met, l'expertise, le savoir-faire qui est derrière. Et de l'autre côté, réinventer la manière de les mettre en avant. Donc pour prendre un exemple, on n'a jamais autant parlé et montré vraiment l'ingrédient parfum, ce qu'il y a derrière, chose qui était un peu opaque auparavant et aujourd'hui qui intéresse énormément nos consommateurs. Et donc pour 2026, donc cette tendance va s'accroître. On est de plus en plus dans l'immédiateté. Donc effectivement, tout ce qu'on fait visuellement en termes de campagne, etc., et de plus en plus doit montrer à travers l'écran vraiment ce qu'on propose comme olfaction, doit être de plus en plus immédiat, facile à comprendre. Donc c'est vrai que l'ère du parfum mystérieux est un peu révolue, et aujourd'hui on est dans quelque chose de beaucoup plus engageant, beaucoup plus démocratisé, ce qui est à la fois très bien, mais qui oblige aussi à se repenser, et notamment avec l'IA, on en parlera plus tard, j'imagine. Tout à fait.
Marie, pour La Redoute, donc La Redoute, le site La Redoute, c'est 20 millions de visites par mois, en tout cas dans les derniers chiffres que j'ai trouvés, classé dans le top 5 des sites e-commerce déco et maison en France, malgré un secteur, un marché très concurrentiel. Quel bilan faites-vous aussi de 2025 et quels sont aussi les enjeux 2026 au sein de votre direction marketing et digital expérience? En effet, 2025 a été une année challenging, dans un environnement concurrentiel intense, soit côté pur e-commerce, soit côté retail. Néanmoins, on reste leader sur nos univers clés, notamment le linge de maison. On est numéro 2 en France. Sur la maison de décoration, on est numéro 3. Et on a su continuer à fidéliser nos clients dans ce contexte-là. Donc ça, c'est un point positif. 2025, ça c'était surtout une année consacrée à l'unification de nos approches marketing, donc dans l'ensemble de nos pays, puisque La Redoute, certes, c'est historiquement développé en France, mais aujourd'hui, 40% de notre chiffre se fait hors France. Donc on a travaillé à cette unification-là. On a notamment lancé, par exemple, La Redoute Plus, notre levier d'engagement et de fidélité dans l'ensemble de nos pays. On a également travaillé à rendre encore plus visible dans l'ensemble de nos pays notre marque, et notamment sur la partie sociale. Et puis, on a beaucoup travaillé sur toute l'expérience online, à la fois sur nos sites et nos applications, pour pouvoir, certes, continuer à avoir des parcours extrêmement performants, donc maximiser le taux de conversion, mais tout en essayant de réinjecter beaucoup plus de désirabilité autour de nos produits et de nos marques. On a également commencé à travailler la transformation de notre mix, mais on y reviendra. Donc 2026 va s'inscrire dans la continuité. Finalement, on a un enjeu clé et stratégique de transformation de notre mix média. On a un enjeu plus global de marque qui est de dire comment on recharge suffisamment notre marque pour qu'elle redevienne une love brand. La Redoute, c'est plus de quasiment 200 ans d'existence. On était une marque adorée et on est une marque patrimoniale très installée, donc il faut qu'on redevienne une love brand. Et puis, d'un point de vue client expérience, on a un enjeu fort de développer, même comme beaucoup d'acteurs, la valeur de nos clients et leur engagement. Et on est convaincus qu'on a toute l'offre pour servir leurs besoins du quotidien. Et également, on va continuer à travailler nos sujets d'expérience en ligne, plus que jamais pour réinjecter de l'émotion, de la personnalisation, au-delà de la pure performance. On va rentrer aussi dans le sujet, dans le vif du sujet, puisqu'effectivement 2026 semble s'annoncer comme une année charnière pour les directions marketing, CRM et expérience client. Je reviens vers vous, Sabrina, dans cette phase de renaissance post-HSBC. Vous avez l'ambition, vous le disiez, de viser la rentabilité. C'est aujourd'hui 800 000 clients, c'est ça, qui vous font confiance. Quel chantier CRM allez-vous engager en 2026 pour accélérer la réactivation de clients et leur fidélisation? Alors, en 2026, on a un gros chantier déjà, c'est la migration de notre outil de marketing automation. Et en parallèle, on va travailler 3 axes. Donc, le premier, c'est l'optimisation de nos triggers. J'en parlais tout à l'heure, les campagnes automatiques. Donc, aujourd'hui, on détecte tous les changements de comportement et on voudrait aller plus loin pour comprendre les intentions de nos clients dans ces changements. Donc, comprendre ces changements de comportement. Par exemple, une baisse d'activité, c'est identifier la catégorie et la fréquence d'un flux qui a changé ou qui a cessé pour adapter notre action et gagner en pertinence. Pour ça, on travaille avec les équipes de data scientists qui s'appuient sur des modèles d'intelligence artificielle. Le deuxième axe, c'est l'hyper-personnalisation. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on a augmenté notre capacité à créer des contenus textuels ultra personnalisés. On adapte les messages en fonction du profil des clients, donc leur âge, le patrimoine, leur équipement, mais aussi leur niveau d'expertise et leur digitalisation. S'ils sont très self-care, on va plutôt pousser des parcours en ligne et s'ils sont moins autonomes, des prises de rendez-vous. Et demain, on voudrait que chaque interaction soit contextualisée, c'est-à-dire qu'on prenne en compte la situation du moment du client, de ses préoccupations. Donc ça nous force à intégrer les comportements de navigation, les informations de satisfaction et aussi des modèles prédictifs à la volée pour qu'on puisse prendre en compte tout cet écosystème au moment où on envoie la communication. Et le troisième axe, c'est l'orchestration omnicanale. Donc on a un rôle au CRM, c'est d'unifier le monde digital avec les canaux humains pour offrir une expérience fluide et cohérente. Donc, ce qu'on veut, c'est que le client sente cette continuité naturelle entre le monde dit digital et son conseiller, que ce soit en agence
ou au CRC. Et pour ça, le CRM est un chef d'orchestre parce qu'il diffuse toutes les informations et des alertes au sein des différents canaux pour garantir ce suivi à chaque contact avec le client. Et ce qui marche bien chez nous, c'est justement tous ces dispositifs à plusieurs étapes et sur les différents canaux. Par exemple, envoyer un email à nos clients et ensuite, tous les clients qui cliquent, par exemple, les relancer via notre centre de relations clients. Et on a un challenge en 2026, c'est comment améliorer les campagnes d'appels sortants. Puisqu'on le voit, les clients décrochent moins, ils sont plus méfiants. Ils ont raison d'être prudents parce qu'on a beaucoup de cas de fraude. Et on regarde les technologies qui nous permettraient d'améliorer justement cette joignabilité. Donc on regarde le Certified Calling, c'est un appel via l'application mobile. Et ça répond à ces enjeux, puisque l'appel est sécurisé, notre appel est authentifié, donc le client peut nous répondre en toute sérénité. Et en plus, au moment où il décroche, il est déjà authentifié, ce qui fluidifie aussi le parcours, puisqu'au moment où il va souscrire un nouveau produit ou valider une transaction, on n'aura pas besoin de lui redemander de s'authentifier. Donc ça répond vraiment à ses objectifs et ses ambitions d'améliorer la joignabilité. C'est clair, merci beaucoup. Maxime, pour Lancôme Parfum, le marché du parfum, vous le disiez, se transforme, les parcours d'achat deviennent plus fragmentés, l'attention de plus en plus difficile à capter. Comment comptez-vous faire la différence en 2026 pour continuer à recruter et élever la désirabilité de la marque ? Du coup, on essaie de sortir des sentiers battus et de repenser aussi notre offre, de la débanaliser. Donc, l'année prochaine, on va avoir des nouvelles gestuelles, comme des RN Body Mist, donc des brumes pour le corps et les cheveux. Donc, c'est vraiment des nouvelles tendances qu'on voit émerger. Et le rôle de Lancôme dans ces cas-là est toujours de démocratiser des tendances qu'on voit émerger, toujours avec des produits de grande qualité et au meilleur prix possible. En restant dans une offre luxe avec donc c'est toujours un équilibre entre du luxe statutaire et aspirationnel et en même temps répondre aux demandes du marché. Donc ça va être un des axes pour l'année prochaine. Et en même temps, on continue à soutenir nos grands piliers. Donc en parfum, c'est beaucoup du soutien de piliers. Donc la Vie est belle reste numéro 1 en France, numéro 2 en Europe. Donc c'est aussi la manière de les soutenir qui évolue aujourd'hui. Là, on est dans des approches beaucoup plus classiques. Aujourd'hui, on se permet d'aller plus loin dans la différenciation de nos produits, dans des campagnes aussi publicitaires qui sont plus ludiques, avec un ton, on va dire, moins traditionnel et qui permet d'engager davantage, de parler à une nouvelle audience, ou en tout cas de aussi différencier les contenus qu'on pousse en fonction du canal. Donc on aura toujours des grandes campagnes extrêmement qui sont là pour faire rêver et très aspirationnelles sur des canaux plus traditionnels, affichage, télé, presse. Et on se permet d'avoir des choses, un ton beaucoup différent, soit plus ludique, soit vraiment dans l'expertise, l'olfaction, raconter les ingrédients, comme je disais tout à l'heure, pour tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, etc. Donc c'est finalement un écosystème global et qui est de plus en plus riche en fait. On voit que qui se démultiplie et qui est adapté vraiment à chaque point de contact avec nos consommatrices. Avec une approche, vous disiez des contenus aussi quand on avait préparé, plus playful, c'est ça ? Tout à fait. C'est vrai qu'avant, le parfum était considéré comme quelque chose d'un petit peu très top-down, avec un ton et quelque chose de un peu sacré auquel on ne touchait pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on y applique les mêmes recettes qui fonctionnent sur d'autres catégories beauté, qui sont dans quelque chose de beaucoup plus engageante, aussi beaucoup plus dans le dialogue, où on se permet de l'humour, des choses, un ton très, très playful, ou de vraiment rentrer dans des explications, un peu dans les coulisses aussi de ce qu'on fait, qui intéresse énormément les consommatrices et qui permet effectivement de aussi créer davantage de liens. Et finalement, tout ça est complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut garder une part de rêve et quelque chose de très aspirationnel. Et l'autre côté, être beaucoup plus dans un dialogue, une proximité. Donc c'est finalement une complémentarité de tous ces éléments. Donc ça fait des campagnes de plus en plus riches, où on démultiplie les formats, les contenus. Et après, tout l'objectif, c'est de bien les utiliser, d'avoir le bon ROI sur ces contenus, et finalement, comme vous le disiez aussi, le côté au plus haut, c'est-à-dire avoir une expérience, un parcours pour la consommatrice qui est très fluide entre ce qu'elle voit online, ce qu'elle peut voir dans la rue, et finalement qui complète la même idée, mais qui tout en cohérence.
Donc, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une bataille de l'attention. Du coup, on est dans un environnement très concurrentiel. Donc, comment faire pour que notre message soit finalement véhiculé sur tous ces touchpoints, sans perdre le message clé, tout en étant reconnu pour qui on est et créer l'awareness et de la désirabilité. On aime Lancôme. Carole, je reviens vers vous. Alors, Pierre et Vacances Center Parc évolue dans un contexte, vous le disiez, en demi-teinte, où les pouvoirs d'achat s'effritent, vous le disiez aussi. Alors, comment est-ce qu'on incite aujourd'hui les consommateurs à choisir une des marques du groupe Pierre et Vacances Center Parc, d'autant plus que vous le disiez, vous cherchez le volume, mais surtout le volume engagé, le trafic engagé. Exactement. Donc 4 obsessions pour cette année. Les 2 premières qui vont ensemble, c'est l'audience et les assets créatifs, qui portent quand même une grande part de la majorité de la responsabilité de la performance d'une campagne. Donc l'audience, ça va être d'aller mieux identifier les signaux, s'en servir pour avoir des campagnes plus intelligentes et plus performantes, et aller à la fois aussi aller identifier et cibler des segments qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'aller activer, tout ça dans le but d'aller diversifier notre clientèle pour se libérer d'une certaine dépendance qu'on a sur nos cœurs sur notre cœur de segments qui sont les familles avec enfants, et également sur d'autres marchés que sont nos marchés historiques, puisque le groupe a vocation et a commencé cette année et continuera les prochaines années à aller sur d'autres marchés, avec l'ouverture de résidences et de parcs dans d'autres marchés européens. Donc ça, c'est le premier volet. Donc, adossé à ça, on a la partie créative. Là, l'ambition, c'est de venir ajouter une personnalisation via la variation de créa pour que les algorithmes de nos plateformes publicitaires puissent aller répondre à un besoin de consommation de vacances qui peut être différent d'une personne à une autre. J'ai aussi l'ambition, parce qu'on a réussi à le prouver aussi cette année, que quand on réfléchit un peu plus à la contextualisation du message, à l'adapter aussi à l'inventaire dans lequel on va le diffuser, parce qu'on ne va pas forcément aller diffuser la même chose à la télé, sur les réseaux sociaux, sur de la vidéo en ligne, sur du display. On voit un réel coefficient multiplicateur adossé à la campagne. Donc ça, c'est nos deux gros premiers chantiers. Le troisième, ça va être de transformer le search. Donc, je pense qu'on s'en est tous rendu compte, on arrive dans un nouveau paradigme où le search traditionnel, même s'il reste prépondérant encore aujourd'hui, au-delà de venir donner la visibilité à des sites internet, va rentrer dans une logique conversationnelle. Donc ça nous oblige à repenser complètement nos enjeux de visibilité par rapport à ça, et surtout sur le SEO et le SIA, où finalement, c'est pas quelque chose qui va venir à côté, mais va venir complémenter nos logiques et nos approches pour à la fois répondre à la grande majorité de la recherche qui va toujours se faire de manière traditionnelle, mais aussi à répondre à ces nouveaux LLM, ChatGPT, Gemini et même Google. Il n'y en avait pas de quatrième ? Exactement. Ah oui. Est-ce que j'ai écouté Comme on a beaucoup basé nos décisions budgétaires sur le mix marketing modeling, on se rend compte qu'on a encore de grandes opportunités sur le milieu du funnel. Donc, on est quand même des marques qui sont assez reconnues et identifiées en haut. On arrive à convertir et donc on a encore cet espace pour venir saturer un peu plus nos médias, nos efforts sur le milieu du funnel, donc que ce soit sur le social media, l'online vidéo, mais également le display. Donc on va continuer à s'assurer que l'allocation de nos plans médias soit le plus héroïste possible et génère un vrai incrément. Marie, pour la Redoute, donc vous le disiez tout à l'heure, 2025 a été une année essentielle pour aligner branding et performance. Sur quoi comptez-vous accélérer en 2026 pour aller chercher encore de la croissance ? Alors, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. On a
effectivement unifier nos stratégies brand et performance. On doit quand même aller encore plus loin avec une approche full funnel. On a longuement investi et longtemps investi sur plutôt le bas de funnel pour aller chercher notre trafic et en haut de funnel. Donc là, la réconciliation est essentielle. Donc on vient de sortir par exemple d'une approche full funnel sur notre univers clé qui est le linge de maison et on voit la valeur d'arrêter d'opposer branding et performance. Et puis au-delà de ça, on a un enjeu de renforcer, comme je le disais tout à l'heure, la visibilité de nos marques et la désirabilité de notre marque et nos marques filles sur l'ensemble du parcours et sur l'ensemble de nos univers. Donc ça, on va continuer à beaucoup travailler cette approche full funnel avec un enjeu clé associé qui est de dire comment on peut rendre au plus productif l'ensemble de nos investissements parce qu'on voit que la donne change quand même et que l'investissement juste bas de funnel, elle a aussi ses limites dans la logique de ROI qu'on va chercher. Donc ça, c'est le premier enjeu. Quand on dit ça, très vite vient l'enjeu du contenu. Et donc, on est dans une démarche, comme beaucoup, de production en masse de contenu sous toutes ses formes, que ce soit image ou vidéo. Donc, l'automatisation de la production de contenu avec une Content Factory digne de ce nom est un enjeu fort pour 2026. Donc ça, c'est plus sur le volet média. Sur le volet expérience, on a un premier enjeu qui est autour de notre application. Notre application, c'est déjà un tiers de notre business qui se fait directement sur nos apps natives. Et donc, on pense que c'est une clé très, très forte pour continuer à engager nos clients. Le deuxième enjeu sur l'expérience, c'est de se dire comment on peut davantage inspirer et guider. Donc, nous, on a une offre très, très large. Donc, ça peut être aussi parfois un irritant client de dire comment je fais en sorte de trouver vite le bon produit et comment on m'aide à l'achat au quotidien. Donc, on va travailler un certain nombre de fonctionnalités additionnelles pour aider. Par exemple, je prends sur AMPM, on a des tables qu'on peut choisir et moduler à la carte, c'est-à-dire choisir son pied, choisir son plateau. Si on n'a pas le bon outil pour faciliter l'association et la visualisation de cette table-là sur mesure, ça rend plus pénible le parcours. Donc, on va beaucoup s'atteler à ça aussi. Et forcément, le search, on parlait du search externe, mais le search interne aussi, le moteur de recherche interne dans lequel passent beaucoup de requêtes, doit être aussi une priorité pour 2026 pour le rendre brique par brique et étape par étape beaucoup plus conversationnel. Et puis, au-delà de ça, au-delà du média et de l'expérience, je parlerai beaucoup de la data, à la fois notre data client et notre data produit. Donc, sur la data client, tu le soulignais tout à l'heure, on a à se dire comment on utilise encore plus notre data first party, notamment sur nos activations médias et nos activations CRM, et comment on fait en sorte d'être plus dans du prédictif versus juste du réactif sur les actions du client. Donc ça, c'est sur le volet data client. Sur le volet data produit, plus qu'en jamais, on pense que c'est un asset stratégique pour préparer aussi demain, pour faire évoluer l'expérience, pour continuer à faire évoluer aussi notre pertinence sur les leviers externes marketing. Donc c'est aussi des chantiers plus bas quelque part, mais vraiment stratégiques pour soutenir nos actions et notre ambition. Et puis voilà, dernier volet, je dirais le relationnel, dans un monde où finalement il y a ce stress de se dire en tant que marque comment je fais en sorte de continuer à garder cette relation de proximité et d'engager et de garder le lien. On a déjà testé cette année des nouveaux canaux comme WhatsApp et donc on repense aussi notre façon de créer de la relation dans la durée encore plus forte. C'est très clair. Alors, on va bientôt clôturer avec une question. On a commencé à aborder un peu les sujets autour de l'IA et de l'IA générative. Et je reviens vers vous, Carole. Comment est-ce que l'IA générative va transformer l'acquisition online ? On a commencé à parler du search, effectivement, mais plus globalement. Plus globalement, donc, nous, notre DSI a entamé, il y a plusieurs mois maintenant, une approche de transformation qui s'est fait sous deux angles. Une plus bottom-up, où ils sont venus créer un club, ce qu'ils ont appelé un pionnier club, qui venait prendre plusieurs personnes dans chacune des équipes pour tester, expérimenter, partager ensemble. Et donc commencer à acculturer. Et une approche plus top-down, où on est venu prioriser des chantiers plus complexes, mais à grande valeur ajoutée. Et donc là, du coup, avec un studio qui nécessite des vrais développeurs. Donc la deuxième partie va continuer à perdurer pour les années, mois à venir. Et pour la première partie, du coup, on va s'approprier dans chacune des directions cette approche pour la structurer et du coup la démocratiser à l'ensemble des membres de toutes les équipes.
Moi, mon enjeu prioritaire, c'est pour la structurer, c'est là on est en train d'auditer du coup l'intégralité de nos processus, l'intégralité de nos outils, pour pas venir mettre des briques qui ne vont pas forcément aller avec notre réalité. Donc ça, c'est le premier chantier avec un objectif d'efficacité. Et une fois qu'on aura gagné une efficacité en temps, en production, c'est de venir se dire qu'est-ce qu'on va réussir à venir semer via l'IA pour générer encore plus d'incréments pour les années à venir. Donc, très concrètement, je vois beaucoup d'opportunités, je pense qu'on l'a déjà dit, sur la variation des créas, sur la production créative, mais j'en vois aussi beaucoup dans l'analyse, dans l'agentique de nos données, pour venir rendre nos campagnes plus intelligentes, plus performantes. Et aussi, je le vois quand même aussi comme un levier, au-delà du levier business, comme un levier de satisfaction et de stabilité des équipes. Parce que du coup, je pense que leur métier, ils vont avoir l'opportunité d'avoir des métiers qui seront un peu moins opérationnels qu'auparavant pour venir amener un peu plus de réflexion dans leurs activations. Sabrina aussi, qu'est-ce que ça peut changer dans le métier? Je partage tout ce que tu as dit. Nous, l'IA, ça fait gagner à la fois en pertinence et en rapidité. En pertinence parce qu'on peut mieux comprendre nos clients. En fait, on va plus loin dans la simple détection de comportement ou d'analyse de transactions. On arrive à comprendre les intentions, en tout cas à apprendre à comprendre les intentions. Ça, c'est possible parce qu'on arrive à analyser des grandes quantités de données de manière plus intuitive et surtout plus rapide, ce qui prenait avant des semaines. Donc évidemment, on arrivait toujours avec un train de retard. Ça permet aussi, avec des modèles prédictifs, d'identifier le bon canal, le bon jour, mais même la bonne heure, pour contacter le client et augmenter nos chances de le contacter. Et on parlait en effet de la difficulté de l'attention. Grâce à l'IA générative, on arrive aussi à mettre en place des A/B tests automatisés. Donc finalement, à l'échelle, à détecter le message le plus percutant pour le client. Et ça améliore vraiment l'attention. Et capter l'attention, c'est une vraie bataille en effet, puisque dans ce monde hyper sollicité, c'est très difficile d'attirer l'attention. Et ça permet aussi de faire évoluer nos rôles vers plus de valeur ajoutée, tu disais aussi. Ça fait gagner du temps puisqu'on automatise des tâches standards ou répétitives. Tout ce qui est contrôle, on arrive à automatiser, générer des alertes. Et ça libère du temps aux équipes pour faire plus de valeur ajoutée. Et c'est des choses qu'on explore aussi par rapport à tous nos conseillers, que ce soit en agence ou au service client. C'est comment aussi on peut analyser les conversations en respectant la GDPR, mais pour tirer des enseignements sur quels sont les argumentaires qui fonctionnent, le traitement des objections, et l'utiliser même pour former nos équipes à s'améliorer. Donc, c'est des choses qu'on regarde. Ok. Maxime, un angle, je pense, plus contenu autour de l'IA ? Ouais, moi, je vais focaliser sur la partie contenu. Comme évidemment, chez L'Oréal et chez Lancôme, on commence à utiliser l'IA dans plein de domaines, plus CRM, performance, personnalisation de l'expérience. Moi, dans mon métier et dans mon quotidien, c'est de plus en plus dans les contenus qu'on développe, où avant, on démultipliait les tournages. Donc, l'idée n'est pas de remplacer ça. Au contraire, c'est plutôt d'amplifier le travail créatif, avec des nouvelles possibilités qui sont données. J'imagine que c'est le cas dans d'autres secteurs, vraiment de créer plus de contenu de manière plus efficace, de mêler parfois shooting ou tournage avec de l'IA, avoir des rendus, même parfois qui seraient impossibles uniquement en tournage, donc créativement d'ouvrir des nouveaux horizons. Donc en ça, il y a un aspect très positif à l'IA de vraiment démultiplier les possibilités. Donc on travaille beaucoup avec des agences créatives qui l'intègrent aussi déjà énormément. Donc le but, c'est vraiment de le faire rentrer dans le dialogue créatif avec les agences, pas du tout de remplacer leur travail. En interne, chez L'Oréal, on a un outil très puissant qui s'appelle L'Oréal GPT et Createch, donc de studio IA en fait en interne qui est mis à disposition des collaborateurs, sur lequel on est formé, sur lequel on commence à travailler, donc qui permet aussi à la fois d'assurer la confidentialité de ce qu'on développe avec de l'IA, mais aussi d'avoir une éthique de travail de l'IA. Donc typiquement, on ne va jamais remplacer un mannequin, un humain par de l'IA. Ce sera toujours amplifié, ça va être un traitement, mais il y a certaines règles éthiques qui ont été vraiment mises en place dès le début et qui sont en lien avec les valeurs du groupe. Donc c'est plutôt une démultiplication, aussi une agilité, une efficacité. Aujourd'hui, parfois, il peut se passer 1 an entre un tournage et sa date de sortie. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, ça permet d'être beaucoup plus flexible, agile, de réagir à une nouvelle tendance qu'on voit émerger. Donc c'est très complémentaire au travail qu'on faisait déjà et doit plutôt être vu comme une amplification de nos possibilités qu'un remplacement. Le mot de la fin, Marie, justement, l'IA aussi, l'essor de l'IA, avec ses impacts sur le commerce en ligne et vos métiers, ce seraient lesquels ? Alors, on a beaucoup travaillé cette année sur la partie content aussi. Donc, l'enjeu, c'est de passer à l'échelle pour des enjeux à la fois de productivité, mais aussi de diversification créative. Donc ça, ça nécessite, ça prend du temps parce qu'il y a du change associé au niveau des équipes. Et puis, le temps de s'aligner entre rendu et attendu, exigence, voilà. Mais on a beaucoup avancé, donc on va scaler cette approche-là. Et ensuite, effectivement, on va préparer la suite. Et je pense que toutes les marques sont face à ce questionnement-là. Comment, d'une logique de requête, on passe à une logique de compréhension de l'intention de nos clients, que ce soit sur nos environnements propres, mais ou sur les environnements externes. Donc, effectivement, ça va être le point de focus de préparer tous nos contenus, tous nos assets pour pouvoir être bien positionnés et vraiment être certes dans une logique de bataille et de visibilité, mais surtout pour garder, comme je le disais tout à l'heure, le lien le plus fort possible avec nos clients et que ça engage de la préférence. Et vous me disiez ici, quand on a préparé, que potentiellement on pourrait tendre vers un commerce sans interface. Oui, bien sûr. Donc c'est le point d'interrogation. Je pense que c'est pas pour tout de suite, mais on doit se préparer dans une logique où il y aura une partie de nos clients qui continueront à utiliser notre app, nos sites, et peut-être qu'une partie qu'il faudra capter ailleurs. Donc ça challenge. On parle souvent dans les conférences de AI et the new UI, etc. Donc tous ces sujets-là sont évidemment à prendre au sérieux. Mais nous, on croit beaucoup à une relation chaude et pas déshumanisée avec nos clients. Et on pense que cette logique d'émotion, de personnalisation et de proximité avec nos clients sera certainement une façon de conserver, quelle que soit avec ou sans interface, la relation. Eh bien, merci à vous 4. C'était hyper intéressant et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci.